Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale, CPI, ne prendra pas de décision sur la mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé avant mi-janvier 2019. Poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire fin 2010, début 2011, les deux anciens hommes forts d'Abidjan, la défense, tout comme leurs nombreux partisans, devront patienter un tout petit peu. Rappelons que le 14 décembre dernier, une rumeur faisant état de leur remise en liberté provisoire a provoqué des liesses populaires en Côte d'Ivoire et partout ailleurs en Afrique. La procédure devant la CPI semble s'éterniser et compte tenu de sa complexité, n'est-ce pas, nous voulons comprendre son évolution et dans ce sens, nous avons invité pour vous Maître Jean-Serge Bougnon. Il est membre de l'équipe de défense du ministre Charles Blé Goudé. Maître, merci. D'avoir répondu à notre invitation, c'était important parce que nous attendons, tous les regards sont tournés vers la CPI qui doit reprendre la semaine prochaine, les audiences. Et donc la première question, on va sans transition aucune, je vous pose la première question rapidement. Donc, la Chambre de première instance, comme je l'ai dit, de la CPI a statué, le 13 décembre dernier sur la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Alors, une audience qui a surpris nous autres, les profanes du droit, qui nous a surpris tous. Alors, maître, comment cette audience est-elle arrivée quand on sait que le président Laurent Gbagbo a déjà fait la demande 13 fois, ces demandes sont restées sans suite, favorables? Merci, M. Benzaoui. Je dirais que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la Chambre n'a pas statué. Chez nous, en droit, quand on dit que la Chambre a statué, ça veut dire qu'on a une décision. Et pour le moment, la Chambre n'a pas statué. Et comme vous l'avez dit, même nous-mêmes avons été surpris dans la mesure où c'est de son plein gré, sans qu'on l'ait demandé, que la Chambre nous a fait parvenir une décision le lundi 10 décembre qui nous convoquait pour le jeudi 13 décembre à une audience au cours de laquelle on devrait argumenter sur l'éventuelle mise en liberté provisoire des deux accusés. Et donc, nous n'avons rien demandé et vous comprendrez alors pourquoi nous avons été surpris. Parce qu'on ne s'y attendait pas. On attendait plutôt une décision sur l'acquittement qui avait été plaidé en novembre dernier. Et donc, nous sommes allés à cette audience, j'y étais. Nous avons plaidé le jeudi 13 décembre, effectivement. On s'attendait à une décision le lendemain. Malheureusement, on n'a pas eu de décision. Et actuellement, la Cour reprend ses activités le 7 décembre parce qu'il y avait des vacances d'hiver. Voilà, la Cour reprend le 7 décembre. Et donc, on espère que dans la foulée de cette reprise-là, on aura une décision. Pour le moment, on n'a pas de décision. Et donc, on ne peut pas dire que la Chambre a statué. Ça, c'est le terme juridique. Oui. Nous sommes les profanes du droit. Maintenant, sauf erreur de ma part, je pense que le ministre Charles Blé Goudé, depuis qu'il est à la CPI, n'a pas fait de demande de liberté provisoire. Non, on n'a jamais, depuis qu'il est là-bas, nous n'avons jamais adressé de demande. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Non, il n'y a pas d'explication particulière. Nous avons toujours estimé que nous attendions le bon moment pour faire une demande de mise en liberté provisoire. C'est pour cela que nous ne l'avons jamais faite. Et peut-être qu'on l'aurait faite si la Chambre n'avait pas convoqué pour statuer là-dessus. Heureusement que la Chambre l'a fait pour le plus haut motu. Maître, selon vous, pourquoi la Chambre vous convoque maintenant pour faire cette audience-là sur la liberté provisoire? Est-ce qu'il y a une explication à cela? L'explication pourrait, ou du moins transparaître, de la décision qu'elle rend. Parce que c'est une décision que la Chambre prend pour dire, venez, nous allons statuer sur la demande de mise en liberté provisoire. Et je veux dire, globalement, la Chambre a dit, je ne rentre pas dans les détails, la Chambre dit que, étant donné quand le dernier témoin du procureur est passé depuis janvier 2017, si je me trompe, janvier 2018, je crois, et que nous avons fait une demande
de No Case to Answer. Je préfère je préfère la traduction en français. Non, je préfère le terme en anglais parce qu'il y a véritablement pas d'équivalent en français. Parce qu'on n'a même pas. Non, je vais y venir. Je préfère donner ce terme en anglais et puis après on pourra dire un acquittement. Voilà, un acquittement, mais ce n'est pas no case to answer. Ça veut dire en common law, c'est pour dire que nous avons estimé que le procureur avec son cas a fini et après son cas la défense estime que on va y revenir. Voilà, ok. On va y revenir. Mais moi, il y a l'article 66, hein, n'est-ce pas, que j'ai parcouru le statut de Rome. Hein. Bon, c'est pas toujours facile à comprendre, mais j'ai parcouru et j'ai vu que la présomption d'innocence est inscrite dans le statut de Rome. Mais je pensais qu'en continuant à lire, j'allais me tomber sur un article qui parle, n'est-ce pas, de la durée de la rétention préventive. Malheureusement, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Malheureusement, vous me demanderez pas pourquoi. C'est plutôt au rédacteur, parce que c'est toujours le regard du juriste que vous êtes. Je dirais tout simplement que malheureusement il n'y en a pas. Je constate comme vous que malheureusement il n'y en a pas. C'est peut-être une des choses à réformer si jamais il y a des réformes à faire au niveau des textes de la Cour. Il n'y a pas de. J'ai entendu dire par certaines personnes qu'il y avait des délais de détention. Il n'y en a pas. Il y a juste qu'on parle de délai raisonnable. Voilà, on parle de délai raisonnable, mais il n'y a pas. La Cour n'est enfermée dans aucun délai quant à la détention d'un accusé. Aucun. Je sais que dans le droit, hein, avec ma petite littérature que je sais, il y a le droit du common law qui est inspiré des pays anglo-saxons et le pays latin. Oui. Voilà. Est-ce que cette affaire, c'est ce manque de la durée de la détention préventive, est-ce que c'est pas plutôt du côté des anglo-saxons parce que vous parlez de délai raisonnable. Délai, ça peut être 1 an, 2 ans, 8 mois, 8 ans. Voilà. Comme le cas du président. Ce qu'on devrait savoir, c'est que le traité de Rome parle d'une discussion entre les États anglo-saxons et puis les États latins. Voilà, c'est l'ensemble de ces pays-là qui ont discuté, qui ont accouché du statut de Rome. Voilà, donc c'est un mélange. Voilà, c'est un truc vraiment hybride. Donc vous verrez souvent, on applique le common law, souvent on applique le droit duquel moi je viens, voilà, duquel je viens. Et donc c'est quelque chose d'hybride. C'est vraiment quelque chose d'hybride. Sinon, délai raisonnable, maintenant, après, il y va de l'appréciation des juges. Il y va, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dans la balance. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dans la balance. Et donc, le délai raisonnable, maintenant, c'est au parti, chaque fois qu'il faut une demande de mise en liberté, de démontrer que le délai dans lequel le client est détenu. Maître Bougnon, est-ce que les juges n'ont pas pris cette décision de vous convoquer à cette audience-là parce qu'ils considèrent que ça fait quand même longtemps que le ministre Charles Blé Goudé et le président sont quand même à la CPI? Est-ce que ce n'est pas l'une des explications? C'est une spéculation. Voilà, je préfère dire spéculation dans la mesure où dans la décision qui nous convoque pour l'audience du jeudi 13 décembre, dans aucune partie de la décision, il n'apparaît qu'il parle de délai de détention, d'une éventuelle longueur dans la détention. Voilà, mais on pourrait penser, comme on pourrait penser à autre chose, on pourrait penser que c'est peut-être le délai de détention. Dans tous les cas, on a au moins l'opinion d'un des juges, le juge président qui a dit déjà dans une ou deux décisions que la détention avait été certainement très longue. Tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo est détenu depuis, ça fait 7 ans. Puis je l'ai dit, vous l'avez dit, on lui a refusé 13 fois, n'est-ce pas, la liberté provisoire. Alors pourquoi parle-t-on d'elle maintenant, alors que vous avez fait une demande d'acquittement de vos 2 clients?
Comme je vous l'ai dit, c'est une décision qui vient des juges. Nous ne l'avons pas demandé, nous ne l'avons jamais demandé, mais c'est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges de la Chambre, qui en ont usé. Les trois n'étaient pas d'accord d'ailleurs. Oui, les trois n'étaient pas d'accord, il y a une opinion dissidente. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé de majorité, parce qu'il y a une opinion dissidente. Et donc, à la majorité, ils ont décidé de ce qu'on en parle maintenant. Moi, ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas que j'obtienne la mise en liberté provisoire d'un client en entendant la décision d'acquittement. Je n'ai pas la date de la décision d'acquittement. Je ne sais pas si elle sera là en mars, en février, en avril. Je n'ai pas cette décision-là. Donc, si mes clients sont dehors en entendant cette décision-là, dès janvier ou bien dès février, moi, je suis content. Mais l'argumentation de la juge dissidente, justement, pose la question de la liberté provisoire, si elle est accordée. Est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir un impact sur la suite de l'audience, surtout en ce qui concerne l'acquittement? Parce que c'est là, sur son argumentaire, je l'ai lu, hein, elle tourne autour de ce problème-là. Oui, c'est son argumentaire avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est son argumentaire. On peut argumenter comme ça, je veux dire, comme elle a argumenté, elle dit même que ça pourrait laisser croire, que les deux seront acquittés. C'est son argument. Je veux dire, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je dis tout simplement que on ne sait pas quand on va avoir la décision d'acquittement. Et comme un jour de prison, c'est un jour de trop. Un jour de prison est un jour de trop. Et donc, si on entend la décision, on peut les mettre en liberté provisoire, mais qu'on le fasse. D'accord. Alors, on vous a écouté à la CPI, on a suivi les audiences, et le procureur Marc Donald a énuméré certaines conditions, éventuellement si les deux prévenus pouvaient bénéficier, n'est-ce pas, de la liberté provisoire. Alors, il a insisté d'ailleurs sur le fait qu'il ferait appel au cas où leur liberté provisoire est acceptée. Alors, quelles sont les conditions réellement qu'il pose? Vous savez, je comprends l'émotion. Je comprends l'émotion du public. Je comprends l'émotion de beaucoup de personnes. Mon émotion aussi. Oui, votre émotion. On est tous suspendus à ça. Nous sommes en droit, nous sommes en procédure. Le droit d'appel est un droit qui appartient au procureur. Et nous attendons à ce qu'il fasse appel. Ne pas faire appel... Ça va prolonger encore les... Oui, mais je veux dire, je ne peux pas, c'est comme si aujourd'hui on rendait une décision et puis moi j'ai le droit de faire appel et puis je dis quoi, je ne fais pas appel parce que ça va rallonger quelque chose, vous ne serez pas d'accord avec ça. C'est son droit de faire appel, c'est inscrit dans les textes qu'il fasse appel ou pas. Et voilà, moi je ne m'attends pas à ce qu'il me fasse des fleurs. Ouais, nous sommes en termes de procédure, c'est son droit de faire appel. Il a déjà annoncé qu'il va faire appel. Bah, il le ferait. Puis quelles sont les conditions qu'il pose pour une éventuelle liberté provisoire? À un moment donné, on parle de bracelets électroniques, on a parlé de... Je ne m'en souviens pas grosso modo, mais je pense qu'il a évoqué, et parce qu'il parle toujours, depuis le début, d'une possibilité de fuite, etc. Et donc, il y a des garanties. Il y a des partisans, vos deux clients. Essentiellement, ce sont des garanties qu'il donne. Mais déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que maintenant, son argumentaire a évolué dans la mesure où il est à peu près d'accord qu'on les mette en liberté provisoire, mais sous des conditions. C'est déjà une bonne chose. Bien sûr. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, la Chambre appréciera pour voir quelles conditions on met pour les laisser sortir. D'accord. Un petit rappel, il y a eu sur 138 témoins qui étaient prévus par l'accusation, il y a eu 82 témoins à charge qui sont passés au procès, convoqués par la procureure Fatou Bensouda, voilà, qui sont succédés, n'est-ce pas, à la barre. Et puis, à la fin, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de preuves. Enfin, nous autres qui regardons de loin, qui connaissaient un peu cette crise en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de preuves palpables. Voilà. Logiquement, après le passage des 82 témoins de Mme Fatou Bensouda, on s'attendait à ce que vous, la défense des deux de vos clients, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, vous veniez avec vos témoins. Voilà. Et vous allez nous priver, n'est-ce pas, de ce plaisir de voir la vérité triompher. Voilà. Et du coup, vous demandez l'acquittement. Alors, on ne comprend plus. Alors, pourquoi cette opération-là a été sautée, a été biffée? Je vais
je sais pas si je dois dire cynique, mais je veux dire, on n'est pas à un spectacle. Il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie des personnes, et je dirais même des personnalités. Et donc, souvent les gens pensent que nous sommes à un spectacle, nous ne sommes pas un spectacle. Je ne vais pas prendre 2 ans pour faire passer 100 témoins, pour faire plaisir à des téléspectateurs, bien à des spectateurs. Nous avons, après avoir évalué... Il y a le côté aussi de la vérité qui pourrait triompher aussi. La vérité, ou du moins la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, nous avons estimé qu'après que les 82 témoins du procureur soient passés, ce qu'il nous reprochait n'est pas établi. Et donc, après notre évaluation, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire pour nous, parce que c'est le procureur qui a la charge de la preuve. C'est le procureur qui doit démontrer que les 2 personnes sont coupables de crimes contre l'humanité. S'il n'arrive pas à mi-chemin à l'établir, je ne vais pas prolonger de 2 ans, 3 ans, bien 4 ans une procédure alors que j'ai la possibilité de l'arrêter à mi-chemin. Parce que, pour moi, il n'est pas nécessaire de faire défiler encore des témoins alors qu'avec même les témoins du procureur qui doivent démontrer que mes clients ont fait ci ou bien ont fait ça, on fait tout ce qu'on leur reproche. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de faire la procédure d'acquittement. Mais ça, c'est avec l'accord de la Chambre. Oui, on demande, parce que on demande l'autorisation à la Chambre de pouvoir faire ce recours-là. La Chambre nous l'a accordé, donc on l'a fait, on espère que ça va marcher. Mais je veux dire, ce qu'on doit retenir, c'est que on n'a pas envie de s'éterniser à la cour. Donc, moi, je n'ai pas envie d'appeler des témoins. Je veux juste que maintenant on ait une décision d'acquittement pour que les 2 accusés rentrent chez eux. D'accord. Donc, on peut espérer. Oui, si je ne peux pas espérer, je sors de ce dossier. Je parle au nom de tous les partisans et tous les non-partisans aussi, justement. Parce que la présence, la liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pourrait booster, n'est-ce pas, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, vous savez... Non, vous êtes juste, moi je parle au nom... Ok, voilà. Donc vous assumez vos propos. Moi, ce que je sais, c'est que je me bats jour et nuit pour que nos clients sortent de là où ils sont détenus. Voilà, si ça peut booster, si ça peut rendre mon pays meilleur, bon, ça c'est tant mieux. D'accord. L'article dans le chapitre 1, j'ai cherché un peu quand même. Qu'on doit rencontrer un avocat qui est à la CPI, il faut s'informer. L'article 2, dans le chapitre 1, là, parle des liens que cette juridiction a avec les Nations Unies. Voilà. Alors, donc, on parle de parti État, voilà. État-parti plutôt. État-parti, voilà. Voilà. Ceux qui ont fait le statut de Rome. Voilà. Alors, mais quand on regarde justement ces liens que la CPI a avec les Nations Unies, et puis quand on regarde aussi son mode de saisine, quand on regarde son fonctionnement, quand on regarde son financement, alors on n'est pas tenté de comprendre et d'accepter que, est-ce que les juges là, c'est la question, est-ce que les juges là qui sont à la CPI sont vraiment libres, compte tenu de ce lien-là qu'ils ont avec les Nations Unies? Bon, c'est une question qu'on peut se poser, mais je veux dire, moi en tant que juriste, en tant qu'avocat, je ne m'aventure pas dans ce genre d'accusation, mais d'affirmation sans preuve. Aujourd'hui, depuis, je suis dans ce dossier-là à la Cour depuis 2014, je n'ai aucune preuve de ce qu'un juge est manipulé par qui que ce soit. Dans cette procédure-là, nous avons fait beaucoup de requêtes, nous avons fait beaucoup de demandes. Il y en a que nous avons gagné, il y en a que nous avons perdu. Et donc, je ne peux pas m'asseoir devant vous pour dire que pour telle raison, des juges sont manipulés par telle ou telle personne. Je ne peux pas faire cette affirmation. Parce que, non, parce que pour la faire, il faudrait que j'ai un élément matériel, je ne l'ai pas. Voilà, donc je ne peux pas faire cette affirmation. On peut considérer qu'ils sont indépendants. Libre à vous de considérer. Non, je déduis, par rapport à ce que vous avez dit, on peut déduire qu'ils sont indépendants. Bon. Ok. D'accord. Alors tout à l'heure, je parlais aussi du mot de saisine de la CPI. Est-ce que cette démarche n'explique-t-elle pas on parle souvent aussi, c'est les plus faibles, les vaincus. Quand je pense un peu plus loin au tribunal de Nuremberg, c'est tous les vaincus, c'est-à-dire les plus faibles qui se trouvent devant ces juridictions internationales pénales.
c'est votre commentaire. Je veux dire, c'est votre commentaire. Dans tous les cas, le mot de saisine de la Cour, c'est vrai, est un peu complexe. Voilà, est un peu complexe. Maintenant, dire que ce sont les plus faibles qui y sont. Parce que quand on se réfère à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 camps qui se sont battus. Voilà, c'est ça. Il y a un camp qui a la CPI et l'autre camp gouverne en ce moment. Oui. Ouais. Je crois que Mme Fatou Bensouda, procureure de la CPI, a répondu 1001 fois à cette question-là, où elle disait... Je lui ai posé une question à la CPI. Où elle disait que les procédures sont en cours. Mais ça fait 6 ans que les procédures sont en cours. Malheureusement, c'est elle qui pilote ces procédures. Et je veux dire, je ne pilote pas les procédures à sa place. Et donc, vous voyez, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. D'accord. Et puis dans tous les cas, ça ne changera rien, ça ne changera pas grand-chose comment on appelle, à ma procédure actuelle. Donc c'est une question aussi d'équité. D'équité, oui. N'est-ce pas? D'équité, mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être envie de voir que ça aille plus vite, mais je n'ai aucun moyen ni de pression sur le bureau du procureur. Cette question que je viens de poser rejoint aussi la situation des victimes. Il y a que les victimes du camp belligérant à Ouattara sont représentées à la CPI. Mais vous n'avez pas de victimes, vous? Moi, je suis avocat de la défense, je ne suis pas avocat de la défense. La défense. Oui, je suis avocat de la défense. A bien eu des partisans qui ont été victimes aussi. Mais je vous dis, je suis avocat des clients, des accusés. Je ne suis pas du côté des victimes. Je pense que comment on appelle, la Cour a une organisation. La Cour il y a un bureau des victimes. Et je crois savoir que certaines victimes se sont adressées à la Cour. Donc les victimes du camp. Enfin, je ne sais pas si c'est correct de dire du camp de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je ne peux pas indexer une personne comme étant victime de tel ou tel camp. Je peux dire qu'une personne est victime de la crise post-électorale, mais pas qu'une personne est victime d'un camp ou bien d'un autre. D'accord. Au cours de la crise qu'on en parlait tantôt, il a été beaucoup question, n'est-ce pas, de la force licorne. À la CPI, cette appellation plusieurs fois ressortie, la force licorne en Côte d'Ivoire, dans la guerre post-électorale en Côte d'Ivoire. Au cours du procès, n'est-ce pas, vous en avez parlé, est-ce que le président Laurent Gbagbo et Michel Blé Goudé, vous n'allez pas entreprendre, parce qu'après tout, ils ont été quand même aussi victimes de cette force, ceux qui ont fait les... Est-ce que à terme ou à long terme, vous n'allez pas un jour entreprendre, engager une procédure contre ces structures pour qu'elles répondent de leurs actes au nom de peut-être de la Côte d'Ivoire, mais de vos clients peut-être? Pour l'instant, ce sont les questions que tout le monde se pose. Hein. En tout cas, pour l'instant, le ministre Charles Blé Goudé, qui est mon client, ne m'a jamais instruit, ou du moins ne nous a jamais instruit de poursuivre ni la force Licorne, ni l'état de force. Voilà. Je pense que c'est parce que vous avez votre question en 2 volets. Vous avez parlé de l'état de Côte d'Ivoire et puis des accusés. Et puis du ministre et puis du président Gbagbo. Voilà. S'ils veulent les poursuivre, ils saisiront leurs avocats et puis leur donneront des instructions. Pour le moment, on n'en est pas là. D'accord. On se rappelle que toujours la crise, Nicolas Sarkozy, le président français, avait menacé le président Gbagbo de façon directe de le transférer à la CPI avant même le dénouement de la crise ivoirienne. Le journal en ligne, Mediapart, a révélé par ailleurs une collision entre la CPI et le ministre français, n'est-ce pas, des Affaires étrangères dans l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Alors, comment la défense compte-t-elle procéder un jour pour que cette injustice soit réparée? Je vous renvoie voilà. Dans notre parce que ceux qui nous regardent je vais vous répondre le plus simplement. Voilà. Dans notre discours d'ouverture, mon confrère Maître Ndeye Claver Kwadjo a parlé de la fabrication de l'ennemi. Il dit que déjà en décembre 2010, il a relevé que Ocampo
et puis quelqu'un d'autre, je ne sais plus, voilà, Ocampo qui était à l'époque procureur avait déjà désigné 3 personnes qui devaient être transférées à la Cour. Moins d'1 an plus tard, des mandats d'arrêt ont été lancés contre ces 3 personnes-là, avant même que les enquêtes de la Cour ne commencent. Voilà. Il a parlé de la fabrication de l'ennemi et de l'aveuglement volontaire. C'est dit dans le discours d'ouverture, de Maître Ndiki Kouadio. Ça, c'est ma réponse. D'accord. Vous avez parlé, on a parlé, n'est-ce pas, d'États partis qui font donc membres de la CPI, en fait, du statut de Rome. Alors, réellement, qu'est-ce que les Africains, les pays africains gagnent en restant dans le statut de Rome? Et puis je poursuis, n'ont-ils pas intérêt à créer une cour africaine, de la justice pénale au niveau du continent? Votre question, elle est très belle. Mais je ne suis malheureusement. Je suis devant un maître Bougnon. Oui. Et puis je ne pose pas ces questions. Ceux qui vont nous regarder vont dire. Oui, c'est pour ça que je dis que la question est très belle. Mais voilà. Malheureusement, je ne suis pas représentant d'un État africain. Ouais. Et je veux dire, parce que déjà, il faudrait que les États africains vous disent pourquoi est-ce qu'ils ont adhéré. Avant de parler de leur retrait. Il y en a qui sont déjà sortis. Oui, et donc ils ont leur raison, oui, que je ne maîtrise pas. Ils ont leur raison que je ne maîtrise pas, donc je ne peux pas répondre à leur place. Je veux dire, voilà, je ne peux pas répondre, je ne peux pas venir dire aujourd'hui que non, est-ce que telle chose est mieux, est-ce que le retrait c'est mieux, ou bien qu'est-ce qu'ils y font. Ils ont adhéré librement. Voilà, ils ont adhéré librement. Moi aujourd'hui... Les États-Unis ont refusé d'adhérer. Les États-Unis n'y sont pas, ils sont même pas État contributeur. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission, mais j'avais une série de questions. Il faut que je vous les pose, même si les réponses sont diplomatiques. Mais c'est normal, je comprends. Hein, vous êtes en plein dans votre élément, je comprends. Pensez-vous qu'un jour, par exemple, le tribunal, la CPI, jugera les crimes occidentaux commis en Afrique? Je pense aux interventions de l'OTAN en Libye et puis bien sûr en Côte d'Ivoire. Si je pense qu'un jour les crimes vont être poursuivis, mon souhait c'est d'abord mon souhait de dire que si jamais il y a des crimes, je n'en ai pas la preuve, je n'ai pas dirigé l'enquête, si jamais il y a la preuve que des crimes ont été commis, mon souhait serait que ces crimes-là soient poursuivis et punis. Ce n'est que mon souhait. Nous sommes donc à la fin de notre entretien. Je reviens à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire que d'ici la semaine prochaine, vous retournez à La Haye. Alors nous sommes, ça fait 30 minutes qu'on parle. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on retient de ce qui va se passer à la CPI dans un futur très proche, c'est-à-dire la semaine prochaine? Ce que je retiens, d'abord, je ne m'avancerai pas à donner de date. Je ne prendrai pas le risque de donner de date. Non, il n'y aura pas d'audience. Actuellement, nous attendons, il faut que les gens le sachent. Quand je dis que la Cour en vacances, parce que la Cour n'a pas qu'une seule affaire. Il n'y a pas que l'affaire Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Voilà. La Cour a d'autres affaires, la Cour a d'autres activités. Et il y avait les vacances d'hiver qui finissent, les gens à la Cour reprennent le 7 décembre. 7 janvier, pardon. Les gens reprennent le 7 janvier. Mais c'est pour cela que je dis que j'espère que dans la foulée, on aura une décision. J'espère qu'on aura une décision de mise en liberté qui va soulager tout le monde. Et après, j'espère qu'on aura une décision d'acquittement. Et la décision d'acquittement qui permettra à cette procédure-là de mettre fin à la procédure. Voilà, c'est mon souhait, que ça se fasse le plus vite possible pour que nous tous puissions regagner notre pays. Je reviens un peu sur la liberté provisoire. Dans la presse, elle est abondante, la littérature, que la défense des deux prévenus, les défenses sont en train de chercher, n'est-ce pas, des appartements du côté de Bruxelles. Ce sont des trucs qu'on entend dans les couloirs. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, vous savez, si vous avez suivi l'audience du 13 décembre, quand on a
quand on devait aborder cette partie de la question, nous sommes passés à huis clos. Voilà, et vous comprenez, vous comprenez. Oui, mais dès lors que nous sommes à huis clos, je ne peux pas... C'est rassurant, vous en avez parlé. Mais oui, c'était dans vous avez lu la décision du 10 décembre. Oui. Dans la décision qui est publique, on nous demandait de parler de ça, donc on en a parlé forcément. D'accord. Ok. Cette émission est terminée. Je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux qui nous regardent, au nom de l'agence Glouzilet, au nom de BZD TV et au nom de BZD Radio, pour ne pas me perdre, au nom de Glouzilet News, dire bonne et heureuse année à tous les techniciens qui sont aux émetteurs à Monaco, au directeur général, c'est Pierre Médecin, c'est ça, hein, Fred? Oui. Pierre Médecin, je vous souhaite une très très bonne année, et puis on se verra très bientôt pour un prochain numéro de Schéma Directeur. Maître Bougnon, merci d'être venu sur le plateau. C'était pas évident. C'était pas évident, mais oui, ça va. J'ai réussi à avoir de belles réponses. Merci, monsieur. Merci et à bientôt et bonne chance. Merci.